splitté le poste de CTO en deux, et donc on a inventé le terme VP Tech, pour dire que j'étais vraiment responsable de la partie architecture technique. Du coup, on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job, mais en fait on fait pas du tout la même chose. Parce que moi je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui m'ont regardé et me disaient ah ouais tiens c'est marrant, moi j'ai pas fait ça depuis 4 ans. En fait CTO d'une boîte de 30 c'est pas du tout qu'une boîte de 1000 et en fait on fait pas le même métier. J'ai un petit board avec toutes mes petites cartes, avec toutes mes petites missions de vie que je compte accomplir. Donc j'avais un rêve qui était juste entreprendre et créer une start-up. Donc celui-là... ça c'est coché du coup. C'est coché, voilà. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Koenig, qui est le CTO, VPT, on va en parler juste après, de Indie. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation. Sans souci. Je commence par ça, parce que... Allez, au moins, comme ça, on casse le truc. Et... Voilà, je commence par ça. Je vais remercier Eric Daspet qui nous a mis en relation. Que j'avais reçu sur le podcast CTOs, qui était chez Job Teaser et qui était en train de vous rejoindre. Donc je le remercie pour la mise en relation. Et puis je vais embrayer là-dessus tout de suite. C'est quoi ce terme VPT en fait ? Alors en effet, donc je pense que je reviendrai sur le parcours et tous les différents titres et postes que j'ai pu faire. Mais là aujourd'hui, donc à l'extérieur, je me vois comme CTO parce que c'est ce que les gens connaissent le mieux, on va dire, en tant que responsable technique. Et donc c'est ce que j'étais, on va dire, CTO jusqu'à ce que justement Eric arrive. Et on a splitté le poste de CTO en deux. Donc Eric est arrivé pour prendre la partie management, organisation, recrutement. Et donc il est aujourd'hui VP Engineering. Donc VP Engineering, c'est un terme qui est connu, que les gens ils comprennent bien. Et nous, du coup, en interne, on se posait la question de est-ce qu'on garde le titre de CTO pour dire responsable technique. Mais il y a une petite... on ne sait pas trop avec le C-level, VP. Alors, il y a un côté anglais, français qui veut dire la même chose, mais parfois il y en a un qui est au-dessus de l'autre dans certaines startups. Et donc nous, pour bien dire qu'on était au même niveau, que c'était une organisation à deux, on devait dire on va avoir quelque chose en VP. Et donc on a inventé le terme VP Tech pour dire que j'étais vraiment responsable de la partie architecture technique. Et donc du coup, vous êtes un binôme. Exact. Ok. Et alors, on reviendra peut-être sur le début, mais là, ça m'oblige à te poser la question. Qu'est-ce qui fait comment vous avez séparé en fait ces rôles et pourquoi vous les avez séparés comme ça ? Alors moi, je trouve que ça vient pas mal avec la croissance de la boîte. Donc au tout début, quand on a commencé à fonder donc Indie, donc à l'époque ça s'appelait George Tech. Donc il n'y avait même pas d'histoire de CTO, on était 2 développeurs, donc en fait on est 2 développeurs quoi. Puis finalement la boîte elle grandit, moi j'avais pris un peu la partie recrutement, donc sans doute qu'on va revenir un petit peu dessus en détail après. Et donc à ce moment-là, après j'ai eu une squad, donc j'étais lead, puis qu'on était commencé à être 10 et plusieurs leads, et qu'il n'y avait personne au-dessus pour manager tout ça. C'est là qu'officiellement je suis passé CTO, donc pour pouvoir gérer les autres leads qui eux géraient leurs développeurs. Donc il y avait la partie architecture, il y avait la partie recrutement, il y avait la partie organisation, toutes les directions prises au COMEX, etc. Et donc on va dire que là j'étais officiellement CTO, et ça a continué à grandir avec la quantité de développeurs qu'on continue à recruter. Et arriver à un certain nombre entre faire tout ce qui était recrutement, organisation, management, architecture, coder un peu, parce que c'est quand même ce que j'aime, c'est devenu un petit peu compliqué pour moi. Et on a pris la décision de splitter donc, le poste en deux et de faire VPT et VPE. Donc c'est avec la croissance. Mais alors du coup, il y a vraiment une casquette tech, une casquette management. Et du coup, pourquoi tu lâches la casquette management ? Alors ça, c'est un peu l'avantage, on va dire, d'être parmi les premiers, d'être parmi les fondateurs. C'est qu'on peut arriver à un stade où on peut choisir, entre guillemets, parce que à partir du moment où on fait le constat qu'il y avait plus de boulot, trop de boulot pour moi et qu'il fallait splitter la chose en deux, à partir du moment où on a fait ce constat-là, en fait, la question qui arrive ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc j'étais vraiment retrouvé dans une situation où j'ai quand même réfléchi plusieurs jours. Hein. C'était pas non plus direct en disant tiens, je vais faire la partie tech parce que j'ai vraiment envie de lâcher la partie management. Mais j'ai vraiment dû me demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a des choses que j'aime dans les deux, mais il y avait un petit côté au fond de moi où je me disais j'ai un peu grillé les étapes côté tech. Je m'en rends bien compte parce qu'il y a des développeurs qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui côté architecture et tout. Et la partie management, je me sentais assez fragile sur certaines parties, certains domaines.
Et donc je me suis dit, bon, bah, moi, c'est la bonne occasion pour dire, je retourne à mes premiers amours du code, je vais remonter en compétence sur la partie architecture, sur tout ce qui est dev. Je vais prendre quelqu'un de bien plus capé que moi sur les parties que je connais moins. Et je vais pouvoir aussi apprendre de lui sur cette partie, quoi. Et comme ça, qui sait un jour, si dans 10 ans, j'ai fait le tour de la tech, je pourrais repartir du côté management. Mais en tout cas, là, c'était le bon moment pour moi de dire, ah bah là, j'ai grillé des étapes, je vais repartir à faire ce que je sais faire. Et en plus, je sais que j'ai des devs en interne qui sont très forts, je vais pouvoir continuer à progresser avec eux, progresser de mon côté. Et sur la partie management, et je sentais aussi un peu du côté de mes leads, bah en fait, j'avais le même âge qu'eux, la même expérience qu'eux. À part la posture qui fait que j'étais là avant eux, c'était un peu compliqué de les faire progresser en vrai. Et ne serait-ce aussi que pour eux, recruter quelqu'un de bien meilleur que moi, avec beaucoup plus d'expérience sur cette partie pour les faire progresser eux aussi, bah, je pense que ça avait du sens. Cette analyse, c'est une auto-analyse ou c'est des discussions avec les autres associés Comment Parce que c'est pour le coup, c'est pas une auto-analyse facile et une décision. Bon, il y a à la fois l'envie. Apparemment, il y a une envie de retourner. Il y a l'envie, mais il y a également l'auto-analyse de dire, ok, maintenant il me faut quelqu'un de meilleur que moi sur la partie management. Il y a forcément des deux. Donc moi, je pense que je le sentais intérieurement. Ouais. Il y a aussi des discussions où, on va dire, face à certains incidents et tout, bah, je me suis bien rendu compte qu'en fait, en termes de communication, j'étais pas forcément, on va dire, même au niveau que je suis aujourd'hui en termes de, on va dire, de vitesse de communication, sur le fait de bien faire les choses. Alors, peut-être qu'on va revenir dessus, j'ai pas eu le temps, mais c'est que moi, je suis arrivé pile, on va dire, vraiment CTO, dans la partie management, au moment du Covid. Donc, toute mon expérience a été faite en remote, et je pense que c'est une difficulté toute ton supplémentaire. expérience en tant que CTO, quoi. Alors, la majorité, c'est-à-dire, ça devait être début 2020, je crois que c'était début 2020, et c'est là que. Et le Covid, si mes souvenirs sont bons, c'est arrivé c'est mars, quelques mois après, mars. Ouais. Donc j'ai eu 3 mois au bureau. Et après, tout a été en remote. Donc c'était assez compliqué. Et surtout qu'en parallèle de ça, il y a eu une énorme migration technique qu'on a faite. Où moi, je pensais vraiment. Enfin, je m'imaginais que je suis dans les bureaux en train de passer dans les rangs, de pouvoir régler ça, faire des petits points en salle sur le tableau blanc. Ben, au final, rien de tout ça. Tout a été fait en remote. Donc c'était un petit peu compliqué en termes de communication. Et moi, je n'étais pas forcément prêt à communiquer de cette manière, parce que l'écrit, c'est pas évident. Il y a plein d'avantages à l'écrit, j'ai lu beaucoup à ce sujet, mais je pense qu'il y a un petit côté, il faut de l'expérience, savoir qu'est-ce qui est intéressant à dire, à ne pas dire, parce que moi, parfois, j'avais un type de communication à l'écrit qui était assez direct, c'est-à-dire, en fait, j'écrivais presque comme je parlais, mais comme il manque tout le contexte, il manque toute la posture gestuelle, le petit rire à la fin, ce genre de choses, parce que j'utilise pas forcément d'emoji. Et du coup, il y a des messages qui pouvaient être mal interprétés ou pris comme trop directs. Bref, il y a plein de petits exemples comme ça. C'est des choses sur lesquelles tu progresses pendant ces 2 années-là ? Enfin, tu oui, clairement. Je pense que j'ai quand même beaucoup progressé, quand même. Mais malgré la progression, je me suis dit, bon, c'est un peu un confort de pouvoir recruter quelqu'un à ce niveau-là, quoi. Donc, il y a un petit côté confort quand même. Donc, comme je disais, confort et aussi pour mieux faire progresser les leads qui avaient à peu près mon niveau. Mais malgré tout, je pense que j'ai pu progresser à un certain niveau, parce que ne serait-ce qu'être la personne qui doit faire passer des one-on-one aux autres, qui prend toujours la parole dans tous les points tech, il y a un moment où c'est la première fois et il faut que vous le fassiez, et c'est un peu resté. D'ailleurs, il y a plein de points aujourd'hui où, on va dire, c'est ce qu'on appelle les goûters du code, ou les cafés d'architecture, comme je les ai nommés dans la boîte, où c'est forcément moi qui prends la parole au tout début, quoi. C'est quoi ça, les goûters du code ? Alors, le goûter du code, c'est quelque chose qu'on fait le vendredi après-midi, donc après manger, où en fait, c'est optionnel. Enfin, qui veut venir, vient. C'est entre développeurs, et on prend ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, donc souvent, c'est un nouveau framework qui est sorti, un article de blog dont quelqu'un a envie de discuter. Et on partage une nouvelle techno, quelqu'un qui a joué avec un framework qui veut nous le présenter, quelqu'un qui a joué avec un langage qui dit « Ah, est-ce que vous voulez qu'on l'intègre ?» qui nous présente un peu les avantages et les défauts. Mais ça peut être aussi, moi je fais souvent des petites séances d'archéologie dans des parties du code où plus personne ne va, et je vous dis « Ah, vous vous rappelez comment c'était fait le métier de tout ça ?» Là on pourrait simplifier. Donc moi je fais beaucoup de goûter du code sur la partie de dette technique, là où les autres font plutôt des goûter du code sur la partie ah, vous avez vu le truc qui est sorti sur le blog de machin, un truc comme ça, quoi.
Ok, donc ça c'est Donc, institutionnalisé dans votre orga ou le vendredi après-midi. c'est ça. Ceux qui veulent partager et être sur un sujet plutôt partage-veille. Voilà. Et ça peut être au niveau, enfin, soit quelque chose de préparé. Il y en a qui font des slides, qui vont vraiment préparer quelque chose parce qu'ils ont envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Typiquement, il y en a qui veulent mettre TypeScript en place, donc ils vont montrer tous les avantages de TypeScript. Et donc, ils vont pousser la chose avec des arguments et tout ce qui va mettre tous les exemples qui va bien derrière. Là où parfois, moi je prends, je dis bah tiens, regardez, hier j'étais dans ce morceau de code et j'ai vu un truc qui me paraissait bizarre. Et je vous le montre et comme ça, je pense qu'il faut qu'on trouve une convention ensemble, quoi. En disant ah bah là, un coup on a utilisé ça, un coup on a utilisé X, un coup on a utilisé Y. Bon, c'est très bien qu'on utilise tous X, donc j'en parle à ce moment-là, quoi. Mais ça, est-ce que ça marche pas quand tout le monde vient? Ou enfin, comment tu le communiques Alors, ou comment ouais. tu le... Alors du coup, Parce sur que c'est les... intéressant de faire un atelier C'est ça. d'aide technique, mais s'il y a 6 personnes, ça marche moins, quoi. Alors ouais, du coup, j'en profite. Donc le goûter, c'est pas du tout un organe de prise de décision. C'est plutôt un organe où on va échanger, partager et battle tester une idée. Par contre, tout ce qui est organe de prise de décision, ça reste à l'écrit. Et donc on a adopté ce qu'on appelle ADR, ADL. Ah, Donc, c'est-à-dire? c'est Architecture Decision Log. Et donc Ok. dans ce log, on a plein de ADR qui sont Architecture Decision Record. Où en fait, c'est juste. Donc nous, alors, il y a plein de formats différents. Il y en a qui le font sur Notion, sur Google Doc. Nous, on l'a mis sur GitHub. Ok. Donc c'est un repo Git. Où c'est juste une suite de petits fichiers texte. Donc des .md, quoi. Et donc à chaque ADR, on met, bon bah là, moi j'ai un contexte, et là, par exemple, TypeScript. On adopte TypeScript. Pourquoi? Ben voilà le contexte de la boîte, on a ce problème, et donc on aimerait bien mettre cette solution en face, et voici tous les arguments et les exemples. Et ça, c'est un vrai organe de prise de décision, dans le sens où quelqu'un qui ouvre une PR sur ce repo, on appelle ça un RFD, donc Request for Discussion, il met son contexte, sa proposition, ses arguments, tout le monde va venir revoir cette PR, comme une PR de code, donc j'ai utilisé les outils que les devs connaissent quand même. Et donc, ligne par ligne, on peut aller tester, battle tester les idées, contredire les arguments, vérifier les exemples, etc. Moi, mon rôle, justement avec la casquette de VPT, c'est de vérifier que toutes les discussions avancent, qu'il n'y en a pas qui se perdent, de pouvoir pouvoir cliquer sur Resolve sur toutes les petites discussions de PR. Et une fois qu'on est arrivé à un consensus, alors on n'arrive pas toujours à un consensus, parfois il y a des choses où on a vraiment des blocages et dans ce cas l'idée n'est pas adoptée, mais quand on arrive à un consensus, ce qui est quand même la majorité des cas, et ben on merge la RFD qui devient à ce moment-là un ADR. Et là, ça c'est un vrai organe de prise de décision. C'est-à-dire que tout le monde, moi j'ai communiqué à tout le monde comme quoi c'est obligatoire de lire ce repo. Il est branché sur Slack, ça met des notifications, donc tout le monde est censé pouvoir le lire, voir les alertes. Et donc ça c'est notre organe de prise de décision. Là le goûter, bah, c'est quelqu'un il va avoir une idée d'ADR en tête et avant de vraiment, on va dire, pondre 100 lignes dans une RFD, et potentiellement de se faire vraiment trop, on va dire, battle testé par les seniors, je ne sais quoi. Ils sont là au goût de ça, ils disent ah tiens, j'ai une petite idée, vous en pensez quoi et tout. Bon, s'il voit qu'en fait il y avait plein de trucs qu'il n'avait pas vu, bon, bah, il peut abandonner. S'il voit que ça crée un énorme engouement, il dit bah, allez, vous savez quoi, j'en fais un ADR, quoi. Et comme ça, après, bah, la boîte elle adopte la chose. C'est le premier step, quoi. C'est pas obligatoire, mais ça peut Ouais. faire partie, quoi. Il y en a Ok. qui écrivent directement l'ADR, hein. Il y en a qui ils s'embêtent pas, quoi. Et du coup, tu as parlé de café architecture aussi? Ouais, alors, c'était pas tout à fait la même idée à la base, même si maintenant ça se ressemble un peu. Donc ça, c'est le mercredi. Et ça, c'était vraiment plus pour réunir en plus petit comité, là où il y avait un malaise technique, potentiellement, où moi j'ai dit, ah tiens, je parle d'une idée, bon, je mets quelque chose en place, et en fait je me rends compte qu'il y a un dev qui n'était pas tout à fait à l'aise avec. Et donc j'invite à ce café vraiment les personnes les plus intéressées d'un point de vue architecture sur le code actuel. Donc là, on ne parle pas d'un build blog, du dernier tweet de Martin Fowler ou je ne sais quoi. c'est vraiment, bon, là il y a un truc de l'architecture actuelle du code qui me déplaît, et j'ai quelqu'un qui a un malaise avec, et il veut en parler. Et donc moi je suis à tous ces cafés, je ne prépare rien mais j'y suis. Et en gros je suis là pour faire un peu le bureau des pleurs. Bureau des pleurs. Et alors soit du coup, des explications. Voilà. Du coup je réexplique et je prends le temps d'expliquer. Et alors vraiment la majorité des cas c'est un problème de communication. Souvent c'est la personne n'avait pas tout le contexte en place, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait ça, elle trouvait ça bizarre et ça la dérangeait, quoi. Et du coup elle a parlé à droite à gauche, mais c'était un peu à la machine à café, et puis ça remontait pas jusqu'à moi. Donc moi j'ai officialisé ça comme le bureau des pleurs, et puis je dis bah comme ça vous venez et moi je vous explique. Et si j'arrive pas à vous expliquer, bah oui il y a un sujet, et dans ce cas bah
on en discute et peut-être que... On n'en discute pas sous forme d'un café, quoi. Voilà, et moi peut-être que du coup après j'enchaîne les procédures plus officielles type RFD, ADR, parce qu'il y a aussi parfois des devs qui ont un peu, pas la flemme, mais qui n'ont pas trop la prose pour ce genre de choses, de rédiger un ADR propre avec le contexte pour résumer les problèmes et mettre les solutions. Et ça va rejoindre un peu une discussion, enfin peut-être qu'on reviendra dessus sur tout ce qui est un peu discussion à l'écrit, communication via Slack, le remote, etc. Moi je constate en tout cas qu'il y a parfois des difficultés à parler de certains sujets à l'écrit, notamment les sujets techniques, parce que parfois pour parler d'un sujet technique à l'écrit ça prend une page, 2 pages, alors que sur un tableau blanc on fait un schéma et c'est très rapide, quoi. Donc j'arrive en tout cas à faire parler des personnes au bureau, quand je les ai sous la main, parfois avec une petite feuille où ils me racontent tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur. Et moi, après, j'arrive à transformer ça en ADR, à l'écrit, pour que ce soit partagé, lu par tout le monde, de la manière transparente, parce qu'on a la transparence de nos valeurs. Mais je sais qu'il y en a qui vont pas forcément le faire, quoi. Ou il y en a même qui sur des débats, des sujets Slack, ils vont se retenir. Parce que à l'écrit, on veut pas le mettre, on veut pas... Parce qu'il y a un petit coup de flemme à l'écrit, parce qu'en fait le thread il part déjà dans 4 directions différentes et que en fait, c'est compliqué de partir dans toutes les directions dans un thread. Alors que quand on est autour d'une table, on peut un peu plus facilement diverger et reconverger derrière. Alors que sur un thread, parfois on a cette phase un peu explosive, exploratoire où on diverge. Mais il y a quelqu'un qui va dire non mais attendez, on part dans trop de directions différentes, on est à l'écrit là, enfin je suis plus, et ça fait des threads à rallonge, il y a quelqu'un qui arrive, il voit tout ce qu'il y a à relire, il relit pas. C'est vrai que quand je t'entends et quand tu me parles de on se met autour d'une table, il y a un tableau, un stylo, on cause, on résout et ça peut aller vite. On sent qu'effectivement il y a un peu de vécu. Le remote derrière, l'impact Covid, toi dans ta manière de bosser devant les choses, c'était impactant, quoi. En tout cas, il y a eu un impact, ça c'est sûr. Et dans le sens où j'ai vu ou constaté parfois certains sujets, donc ça peut être plus ou moins gros, il y a parfois des petits sujets, donc pas tout de suite tu peux les identifier en disant ah ça c'est un gros sujet, il faut qu'on s'en parle et tout. Donc parfois c'est juste un thread qui va juste grossir de lui-même. Et sauf qu'en fait un thread sur Slack ça peut être quelque chose où quelqu'un il répond, puis après il fait autre chose, donc il va répondre un jour plus tard, et puis l'autre partie va répondre 2 jours plus tard. Et donc en fait on a un petit sujet qui a du mal à avancer, puis à chaque fois il faut relire le contexte, et en fait on accouche au bout d'une semaine, ou parfois on n'accouche pas du tout. Alors que c'est des sujets qui parfois sont réglés en 5 minutes, une réunion, quoi. Donc, enfin, je défends pas les réunions, hein, il y a plein de trucs sur les réunions, mais ce que je veux dire c'est que il y a certains sujets où vraiment on accouche plus vite en face à face, quoi. Et alors du coup, votre politique post-Covid de remote Alors là, aujourd'hui, donc notre politique c'est on doit venir 2 jours au bureau par semaine et le reste on peut le faire en remote. Et on est en train de tester. Donc, sans consigne de jour particulier Non, ça c'est plutôt à voir avec votre squad. C'est-à-dire, c'est quand même mieux si vous venez avec votre squad. C'est une manière un peu naturelle, c'est-à-dire... Bon, par exemple, nous, on a plusieurs squads dans l'équipe tech. Il y en a qui viennent le mardi, mercredi, d'autres c'est mercredi, jeudi. Enfin, ils s'arrangent un peu, quoi, en fonction des envies des uns et des autres. Et là, on est aussi en train de faire une expérimentation pour ouvrir un peu notre potentiel de recrutement. Donc, sur les prochains recrutements, on est en train de dire on accepte le remote. Alors, ce que nous, on appelle remote total, c'est quelqu'un qui est en full remote, mais qui peut venir, on va dire... en moins de... Alors, par contre, je ne sais plus les chiffres exacts, c'est en moins de X heures. Donc, on couvre à peu près toute la France, quoi. Il y a une sorte de SLA du remote, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit truc comme ça. Mais je ne vais pas dire la mauvaise heure parce que je ne l'ai plus en tête. Mais quelque chose comme, en fait, si tu peux venir une fois toutes les 2 semaines pour pas qu'on se perde trop de vues ou si on fait un séminaire, c'est cool que tu sois là. Donc, en gros, en fait, il y a une sorte de remote. Par exemple, là, on a quelqu'un qui est en full remote à Grenoble. Il vient une fois toutes les 2 semaines. Il vient un jeudi, parce que jeudi, c'est le jour du pot, et donc il vient faire le pot avec nous. Alors, je précise, vous êtes à Lyon. Oui, on est à Lyon. Donc, Grenoble-Lyon, effectivement, en 1h20, 1h30, c'est porte-à-porte, quoi. C'est ça. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Et là, on va peut-être ouvrir une deuxième expérimentation. C'est qu'on a quand même des gens dans l'équipe qui sont beaucoup plus sensibles au remote que d'autres. Sauf qu'on a eu des petits soucis dans le sens où il y a des gens qui aimaient bien venir au bureau. Mais leurs collègues, ils aimaient bien être en remote, donc en fait, ils venaient au bureau, mais ils n'avaient pas leurs collègues. Donc, ils passaient leur journée dans les phone booths. C'est hyper désagréable, parce que, elles sont bien les phone booths, hein, mais bon, du coup, on est toute la journée dans un petit truc gris où il fait un peu chaud.
et ses collègues ils sont en confort à la maison. Mais lui, il a fait l'effort de venir au bureau parce qu'il voulait voir ses collègues. Et donc en fait, ce qu'on est en train d'essayer de refaire, c'est de peut-être un peu réarranger les squads pour avoir une squad vraiment remote et avoir des squads de bureau, quoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien voir leurs collègues au bureau, donc tant qu'à faire, autant les mettre ensemble. Et ceux qui sont remote, peut-être aussi les faire ensemble. Mais on sait pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation aujourd'hui dans toutes les boîtes avec le remote. Donc nous, on est en train de faire ça. On sait pas trop ce que ça a donné, quoi. Off record, tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, tu me parlais de ça. Il y a un truc que tu testes, j'avais jamais entendu parler. Toi, tu proposes des semaines, des semaines full remote. Oui, alors du coup, ouais, c'est ça. Et alors l'autre truc dans la vision du remote aussi, c'est que alors moi aujourd'hui, ça c'est ma situation personnelle. Donc moi je vais à Lyon, je vais au bureau à Lyon. J'ai un appartement qui est assez petit et je vis seul. Donc en fait mon expérience de remote elle est pas top. Je suis chez moi, il fait chaud, j'ai pas la clim. Mon bureau il est petit, donc c'est pas top. Alors que venir au bureau, c'est grand, il y a la clim, il y a tous les copains, c'est assez chouette. Donc moi je viens tous les jours au bureau. Et quelque part je dis c'est cool si tout le monde peut faire pareil. Mais en vrai c'est vrai que quand je parle avec des personnes, eux ils ont peut-être des enfants et tout, il y a des histoires de les amener à l'école, etc. Ils préfèrent être en remote à la maison. Donc ça, c'est le truc classique. Et ce que moi, j'ai vraiment voulu faire, et ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on fait, on fait une semaine complète en remote, mais avec des collègues. Donc par exemple, on est 5, 6, et on va faire une semaine en Airbnb à Lacanau, océan. Et comme ça, on est au soleil, près de l'océan. On peut essayer de bouger un peu les horaires en commençant plus tôt, terminant plus tard, ou en terminant plus tôt. Bref, on arrive à arranger pour aller faire 1 heure ou 2 heures de surf par-ci par-là. Et donc moi, c'est ma vision du remote, quoi. Et ce qui est assez marrant, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui veulent ce genre de remote, c'est les mêmes qui viennent au bureau. Et les personnes qui veulent le remote classique, ils ne veulent pas de ce remote-là. Parce qu'en fait, et c'est là, en fait, c'est pas le même remote. En fait. C'est le télétravail où je suis à la maison. Et parce que j'ai mon cadre familial, ou peut-être que je suis bien installé. Et pas envie de faire le trajet. Il y a le trajet aussi. Il y a le trajet, parce qu'il y en a qui du coup habitent plus loin, donc c'est très long. Moi, je viens au bureau à 15 minutes à pied. Donc forcément, c'est pas trop un bloqueur pour moi. Ceux qui viennent et qui, par exemple, ne serait-ce que doivent prendre la voiture, c'est horrible. Enfin, je sais que c'est difficile en voiture. Et donc voilà, c'est pas du tout le même type de télétravail. Et donc souvent, ceux qui viennent au bureau, en fait, ils viennent surtout pour le côté social. Et donc on leur propose une semaine de remote entre collègues à faire un truc sympa, ils acceptent aussi. Parce qu'ils y voient le côté social, ils ont toujours avec les collègues. Et bon, on n'est pas en train d'acheter une maison à 1 heure de Lyon, donc il n'y a pas l'engagement du télétravail hors de la ville, quoi. Et la semaine suivante, on est de nouveau de retour au bureau, quoi. Donc il n'y a pas cette distance qui se crée aussi qui peut se créer, on va dire, quand on est en full remote et qu'on ne voit pas avec les collègues tous les jours. Et tu me disais, ce que tu avais observé aussi, c'est que des fois, en forçant les gens, ça les rendait plus heureux. Oui, alors je ne serai pas de nom là, donc c'est mes devs qui m'écoutent qui se reconnaîtront. Ouais, enfin, moi je vais prendre des gars avec ce que je dis, mais je pense que, et même moi je l'ai observé sur moi, après le Covid, on s'était un peu habitué au remote. Et il y a plein de petits côtés confort au remote quand même. Je peux lancer ma machine, je peux faire ça, je peux faire ça. Et au début, il y avait un peu, enfin moi, chez moi, j'avais un peu une flemme de retourner au bureau. Parce que, je sais pas, il fallait se remettre dans le mood, quoi. Sauf que je pense que ça a un effet sur le moral qui est assez impactant. Et même en parlant aussi avec des devs, donc moi je suis assez vite revenu au bureau quand même. Mais il y en a qui étaient quand même plus restés chez eux à la maison. Et qui racontaient souvent qu'ils n'étaient pas très bien, qui le moral un petit peu en berne. Et souvent on mettait ça peut-être sur des sujets de code ou sur d'autres sujets. Et il se trouve qu'en forçant un peu, en faisant un petit peu le forcing pour qu'ils reviennent au bureau, ils allaient mieux en revenant au bureau, quoi. Donc après, de là à faire une corrélation, il y a peut-être plein d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais ça peut être facile d'y voir aussi. Ils disent, en venant au bureau, tu te portes mieux sur le plan moral quand même, quoi. Donc il y a un peu l'effet... On fait l'effort, mais au final, ça fait du bien, quoi. Ouais, on fait l'effort, mais ça fait du bien. Donc, mais bon, après, je prends des gants, comme je dis, parce que j'ai toujours l'effet un peu peur du moralisateur, du manager qui dit qu'il faut revenir au bureau, etc. Mais je pense que, en tout cas, les personnes qui sont... je m'adresse surtout à ceux qui sont seuls chez eux. Parce que là, le cas qu'on avait, c'était quelqu'un qui était seul à la maison. Parfois, ça peut être dur de se rendre compte que ça a un effet sur le moral. On ne le remarque pas, on ne le voit pas, quoi. Et revenir au bureau et voir des gens, c'est peut-être pas mal. On a quand même des créatures... sociable, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un effet. Ok. Je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de ce que faisait Indy. Ah oui, c'est vrai que ça paraît évident pour moi. Donc,
Alors, par où je recommence? alors, du coup, je vais peut-être même poser une question, parce que je sais pas si tu as parlé de Georges, mais Oui. il me semble que Oui. à une époque, Indie s'appelait Georges, et maintenant ça s'appelle Indie. Exactement. Alors, Ouais. deux questions. Que fait maintenant Indie, et pourquoi vous avez changé de nom? Alors, donc je vais recommencer dès le début. Donc, on a installé Georges, on était trois. Donc, et c'est pour automatiser la comptabilité des indépendants. Et donc, on a commencé avec les professions libérales. Et donc, l'idée, c'est vraiment, par exemple, je prends l'exemple d'un kiné qui faisait sa compta tout seul lui-même sur du papier ou sur Excel. On avait fait des interviews avec ces personnes-là. Il se trouve qu'elles y perdaient énormément de temps. Donc, passer des week-ends à faire à faire sa compta, c'est vraiment pas marrant. En plus, je peux le dire maintenant que je sais comment ça fonctionne. Et, Tu savais pas avant de rejoindre. avant, non. Ok. Alors maintenant, je pense que je sais pas mal de choses. Et donc, il y a un effet, surtout, genre, c'est surtout pour leur faire gagner du temps à la base. Donc, ceux qui le faisaient à la main. On avait aussi quand même pas mal de cas de ceux qui le faisaient mal, c'est-à-dire qu'ils faisaient des erreurs. Et donc, nous, le fait de pouvoir le mettre sous code, ça permet à ces personnes-là de le faire beaucoup plus rapidement et sans erreur, quoi. Et maintenant aussi, donc on a eu le temps de bien grandir, de couvrir bien plus de cas. Et donc on constate aussi que maintenant on a les personnes qui viennent pour faire des économies par rapport à leur comptable. Parce que du coup, pour les comptabilités, type tout ce qui est kiné, profession libérale, indépendant maintenant. Donc je fais la petite parenthèse, on fait BNC, IS. Et il y a des personnes qui se sont dit, en fait, ça fait le travail pour moi, quoi, donc je peux très bien fonctionner avec. Et du coup, ils viennent chez nous et puis ça leur fait des économies, quoi. Ok, donc vous avez automatisé la comptabilité sur la comptabilité et l'alias fiscal. C'est-à-dire qu'on fait la compta et parfois la majorité des logiciels s'arrêtent là et après ils passent la compta à un expert comptable. Et nous, on a aussi automatisé donc tout ce qui est déclaration, 2035, ceux qui la connaissent bien, les déclarations de TVA, et on télétransmet ça après aux impôts. Ok. Donc il y a même la télétransmission. Et bien sûr, il y a des petits chats sur le site pour ceux qui sont perdus et qui aiment bien avoir un peu de réassurance humaine, quoi. Ok. Et donc oui, ça s'appelait Georges le robot comptable. Et alors Georges, après on a... Ah, le nom... le C'était nom le il vient robot parce que comptable. vous aviez... D'accord, ok. Et Ça marche. alors après, on a un petit peu abandonné le robot comptable parce que... Alors qu'on avait mis énormément d'efforts sur la partie support client, care, partie humaine qui était derrière. Il y avait toujours un peu ce branding robot comptable. Et donc on trouvait que ça ne rendait pas assez honneur à ceux qui faisaient, on va dire, tout le support client derrière. Et aussi parce qu'il y a encore des gens qui nous testaient. Il y a encore des gens qui nous testent d'ailleurs aujourd'hui en nous posant des questions sur le chat du style, vous êtes vraiment des humains? Et si vous êtes des humains, répondez à telle question. Et ça arrive, hein. Et donc ça a changé d'un point de vue marketing. Après, il y a eu le changement de nom. Ça doit être une question à laquelle on peut... Ah bah non, oui, parce que ils changent de question à chaque fois, quoi. Donc oui, ils testent vraiment, quoi. Oui, ça c'est vraiment... Ok. Bon, c'est des cas rares, hein, quand même. Mais en tout cas, ça nous fait rire, quoi. Et sinon... Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, le changement de nom. Alors, pour la petite histoire, on a quand même reçu aussi une lettre de... Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, une lettre d'avocat, quoi. Comme quoi on devait changer de nom. Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit à l'européenne. Donc, en fait, c'est la marque était posée par une banque en Autriche, je crois, avec quelque chose qui ressemblait. Qui avait déposé la marque. Alors, c'était pas Georges, c'était MyGeorg, qui faisait une application un peu financière. Donc, qui est trop proche, on va dire, sur les catégories, quand on dépose une marque, finance, etc. Ok. Et du coup, nous... on était forcé de changer. Alors qu'on aimait bien ce nom, Georges. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui nous disent on préférait Georges. Vous étiez forcé de changer si vous dépassiez les frontières françaises, ou vous étiez obligé de changer quoi qu'il arrive? On pouvait continuer à utiliser en France le temps d'eux. C'était quelque chose de pas très clair. C'était un peu difficile quand même de bâtir là-dessus, sur une marque qu'on ne possède pas. Parce que même en France, on la possédait pas en vrai. Eux, ils avaient vraiment la marque à l'européenne. Donc ils nous ont dit, en fait, on n'est pas en France, donc tant que vous êtes en France, ça va. Mais c'est quand même un petit peu fragile, quoi, de dire... demain, ils vont se réveiller, ils vont dire finalement, ça nous va plus, quoi. Donc, c'est quand même mieux de changer, de posséder sa marque. D'accord, donc du coup, vous avez... Voilà, du coup, on a changé. Des petits ateliers créativité. C'était des énormes ateliers. Franchement, c'est hyper dur de changer de nom. Et je sais plus
franchement, combien de temps ça a duré? Mais plus d'un an. Hein. Un an? Un peu plus même. Entre le moment où on s'est dit, bon, il faut qu'on change. Alors, au début, on n'était pas hyper pressé, mais on commençait à se poser des questions. On a fait un séminaire où l'objectif du séminaire, c'est vraiment de trouver le nom. Bon, on n'a pas réussi à trouver pour le séminaire. Alors, il y a tous les noms qui sont sortis. Là, vous avez emmené la boîte entière en séminaire. La boîte entière en séminaire. Une boîte à idées au milieu de la table. Une boîte à idées, des petits groupes, on trouve des noms. Donc, il y en a qui peut-être qui se rappelleront de Topo. Il y en a qui voulaient absolument mettre Topo pour que les commerciaux puissent dire, je vous fais le Topo. Il y avait Racounting qui était marrant. On nous a bien fait rigoler, mais on l'a pas pris. Et voilà, il y a plein d'autres noms qui sont sortis. Puis après, on a aussi travaillé avec des entreprises, enfin des cabinets spécialisés. Des cabinets spécialisés, voilà. Et après, on a trouvé le nom, quoi. Une fois qu'on trouve le nom, c'est encore un chantier. Ouais, alors une fois qu'on trouve le nom, c'est encore un chantier. Donc, je pense surtout à l'équipe marketing. Pour eux, c'était un énorme chantier. Et même pour la tech aussi, c'était quand même un sacré chantier, quoi. Pas autant que le chantier qu'on a eu de changer de framework sur l'IT extrême, mais quand même, il y a eu quand même pas mal de choses à faire attention, quoi. Tous les docs, tous les pieds de page, la com client, Voilà, il y a plein de petits trucs dans le code. Bon, dans le code, j'avoue qu'il y a encore des petits noms. Dans le code aussi. Ouais, dans le code. Parfois, il y a des petits noms. Alors, on a encore un nom de serveur qui fait référence à Georges. Ok. Donc, on a bien, nous, on a une petite politique de nommer les serveurs. Il y a un peu de... Moi, j'ai vu deux choses dans les startups. Il y a ceux qui nomment un peu leurs services avec des noms très techniques. Et moi, j'aime bien nommer les services avec un nom un peu abstrait. Ça permet de les faire évoluer derrière sur un domaine de fonctionnalité qui n'avait pas à la base. Donc on a un service qui s'appelle Georges. Donc voilà, c'est notre par référence à l'ancien. C'est votre legacy, quoi. Et c'est notre legacy en plus, ouais. Ok. Exactement. Tu m'avais dit, tu t'exprimerais avec une casquette un peu... t'as la casquette CTO, mais t'as la casquette entrepreneur, co-founder. Bon, ça fait partie maintenant des conseils que tu donnes à tous ceux qui veulent se lancer. Les gars, prenez pas 1 heure pour choisir un nom. Ah oui. Checker les trucs, checker les propriétés intellectuelles, la l'IP. Ouais. Vous voyez comment c'est fait les propriétés intellectuelles, et si vous pouvez trouver votre nom du premier coup, ça vous évitera beaucoup de défocus, quoi. Est-ce que vous aviez... moi j'ai connu le cas t'as les marques déposées à l'écrit, ouais. Mais je crois que tu as également la phonétique qui peut jouer, quoi. Il y a des boîtes qui déposent des marques phonétiques, quoi. Donc alors, vous avez vérifié ou pas, Indy? Alors je pourrais pas dire. J'avoue que j'étais sur les discussions finales et sur tous les petits réglages, j'étais plus dedans. Moi j'étais vraiment plus sur le choix un peu branding, etc. Ouais. Après, quand ils sont vraiment allés rentrer dans le détail, on était quand même devenu une assez grosse boîte. On était assez nombreux pour qu'il y ait toute une équipe qui s'occupe de ça. Et moi, j'étais pas dans ces trucs-là. Donc, je sais pas, surtout qu'ils l'ont fait. Sinon, je leur demanderai. Ok. Est-ce que du coup, là, tant qu'on est sur la thématique, avec cette casquette entrepreneur / CTO, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête de ton expérience chez Indy ou des précédentes, où tu te dis... allez, moi, les conseils que je donnerais, ça serait ça et ça. Alors, sur la casquette entrepreneur, donc pour la petite histoire, moi, j'ai essayé d'entreprendre dès la sortie de l'école. Donc, c'était... maintenant que je le recule, je me dis c'est presque un petit peu naïf, mais bon, il y a un côté intéressant, on y va, on est motivé, mais bon, il y a un peu la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'en sortie d'école, j'avais une idée, c'était un truc qui s'appelait Dream Coacher, donc c'était un site moitié réseau social, moitié boîte à outils pour aider les gens à accomplir leurs rêves. Voilà, donc je pourrais un peu encore discuter dessus et tout. Aujourd'hui, ça a été repris. Ça existe. Ça s'appelle le truc qui ressemble le plus, je trouve, c'est Bucket List. Voilà, donc bref, j'avais une idée, je voulais faire ça. Sauf que je partais un peu bien en tête, tout seul, donc sortie d'école, pas de sous, retour chez les parents, tout seul, à faire que de coder du matin au soir. J'ai pas testé l'idée auprès des potentiels clients. J'avais juste mon idée, donc j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait un peu toutes les erreurs du of the book, quoi. Donc les erreurs produits, type on n'a pas testé le marché, on n'a pas été faire d'interviews clients. Partir sans sous aussi. Voilà, partir sans sous, c'était un peu compliqué. Sur le parti... partir seul. Je pense que seul, c'est dur. D'ailleurs, ce sera ma conclusion à la toute fin. Mon conseil, c'est de ne pas partir seul, en fait. Mais parce que, techniquement, en fait, j'étais beaucoup moins fort que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les erreurs, on va dire, d'architecture. C'est-à-dire que moi, tout seul, sur mon propre code, au bout de 6 mois, je m'étais perdu. Donc, beaucoup d'erreurs, je dirais, d'immaturité.
Et bon, moi, ce que ça m'a appris, c'est que j'avais pas le niveau, que tout seul, c'est difficile. Et je me dis, bon, la prochaine fois, ce sera forcément avec des cofondateurs qui viendront compléter ce que je n'ai pas, quoi. Et entre-temps, je vais quand même compléter ce que je suis censé avoir, c'est-à-dire la partie technique. Et donc moi, après, je suis parti chez chauffeur privé pour quelques années où il vraiment monter en compétence sur la partie tech, quoi, sur ce qui me manquait pour après repartir. Et après, c'est cette petite session où j'étais monté techniquement, trouver mes cofondateurs qui allaient me compléter sur la partie produit, etc. Et relancer la boîte. Donc ça, c'est sur la casquette, on va dire, entrepreneur. Moi, je conseille de ne pas partir seul, quoi. Déjà, c'est mieux pour challenger les idées, pour avoir un peu de support au début où ça peut être compliqué. C'est chouette, quoi. Et puis, toujours avoir des personnes brillantes avec soi sur une partie qu'on ne connaît pas, c'est quand même plus facile, quoi. Et du coup, comment tu les as, tu les connaissais, tu les as rencontrés comment comment elle se monte l'histoire Georges Indy? Alors, pour moi, c'est de me souvenir, c'est les meet-up, parce que ça commence à remonter maintenant. Donc les meet-up à Paris. Donc moi, là, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais chez chauffeur privé, et je commençais à sentir que je ne progressais plus trop sur ce que je voulais progresser. J'avais bien vu l'histoire de l'intérieur sur comment ça fonctionnait une scale-up, parce que j'étais arrivé ils étaient 20, quand je suis parti, c'était 120. Dans l'équipe technique, c'est passé de 5 à 25, donc j'ai vu quand même une hyper-croissance de l'intérieur. Et je lui ai dit, bon, maintenant, je pense que j'ai passé un cap, et je sens que j'ai envie de retourner à entreprendre. Et j'avais fait ce que je voulais faire, quoi. Et donc je dis, bon, tiens, je vais faire des meet-up. Je suis à Paris, c'est le meilleur endroit. J'ai été à Paris aussi un peu pour ça, c'était pour être dans l'œil du cyclone. Et j'ai commencé à enchaîner tous les meet-up parisiens. Donc les meet-up un peu, alors, je sais plus les noms, mais il y a des meet-up d'entrepreneuriat. Et il y en a aussi sur des meet-up tech, parce que je dis, tant qu'à faire, je vais en profiter pour me former techniquement. Et il se trouve que je ne les ai pas trouvés dans les meet-up d'entrepreneuriat, je les ai trouvés dans les meet-up tech. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font pour trouver des développeurs? Ils ne vont pas dans des meet-up d'entrepreneurs, ils vont dans des meet-up tech. D'accord. Okay. Et donc oui, donc c'est pas un meet-up d'entrepreneur, c'est un meet-up tech que je les ai rencontrés. C'était sur le meet-up sur le framework Meteor. Meteor.js, c'est un framework JS que j'aimais bien, qu'on utilisait à l'époque. Comme et Pablo, donc, qui avait commencé un peu à coder de leur côté, ils étaient partis sur ça. Et ils cherchaient un développeur Meteor qui avait vu une expérience de scale-up, quoi. Et donc moi, j'étais quelqu'un qui codait en Meteor aussi, qui avait vu une expérience de scale-up. Donc je dis, tiens, et en plus j'ai envie d'entreprendre. Donc, et donc on a bu quelques verres ensemble après, et puis après on s'est dit, bon, on est chaud et on est parti, quoi. Et du coup, là-dessus, moi, ce que je m'étais basé, c'était pas trop sur le projet, l'idée, mais plus sur les personnes. Genre, si vous avez envie de vous associer, moi, ce que je conseille en tout cas, c'est vraiment tester bien les personnes, leur personnalité. Il faut que ce soit des personnes brillantes avec qui vous avez envie de bosser, avec qui vous sentez que ça va être stable. Parce que même si vous avez une super idée, si l'entente elle passe plus entre les cofondateurs, c'est la recette assurée pour que ça explose, quoi. Donc, bien sûr, il faut que l'idée soit bonne. Hein. C'était quand même l'idée. Moi, j'avais écouté, mais j'avais surtout fait confiance à Com sur tous les chiffres qu'il m'avait balancés. Mais en fait, derrière, j'écoutais surtout comment il parlait de tout ça, avec quelle passion, comment il vendait la chose. Je dis, ouais, bon, ok, vous avez mis combien de temps entre le moment où vous rencontrez, vous entamez les discussions et vous tapez dans la main en vrai, quoi? Parce que j'ai l'impression que là, tu as pris le temps, quoi. Alors, bonne question. La louche. Hein. Mais la louche, quelques semaines. Hein. Ok, bon, relativement rapide quand même. Rapide. On s'est vus, on a pris des verres ensemble assez rapidement, et puis après, c'était parti, quoi. Alors, par contre, ce qui a été long, c'était mon préavis. On a réglé ça en quelques semaines. Par contre, après 3 mois de préavis, je sais pas à quel point ça se négocie, ça. Moi, je pense que j'étais un peu jeune et je suis pas très fort en négociation. Je suis pas un commercial, quoi. Ça, c'était dur. Ça, c'était long, quoi. Et de négocier le préavis, enfin de ne pas négocier le préavis, du coup, ouais, c'est ça, exactement. Donc, okay. C'est pour ça que tu arrives pas tout à fait au début, mais 3-4 mois après le démarrage. Un peu de mois de retard, quoi. Ça marche. Alors donc du coup, donc ça c'est la casquette, il y a la question de base. Vous aviez pris le temps de vous aligner sur les objectifs court, moyen, long terme, du coup. Vous aviez déjà une vision un peu produit, Alors, on avait une vision long terme. Ouais. C'était vraiment la vision, c'est-à-dire automatisation de la comptabilité, faire gagner du temps aux gens. Et de toute façon, c'est un peu dans l'air du temps de l'automatisation de beaucoup de tâches, on va dire un peu manuelles. Ouais. Et on voyait encore des personnes qui rentraient leurs transactions à la main sur un logiciel. On a vu des logiciels, mais avec une interface qui datait, mais je sais pas de quelle époque. On s'est dit, bon, il y a forcément un truc à faire. Donc c'était vraiment en vision à long terme. Et après, à moyen court terme, moins. Moi, c'était vraiment plus sur une vision que je les ai rejoints. Et c'est quand je les ai rejoints que je dis, ok, maintenant les objectifs à court terme. Donc j'arrive en novembre,
il fallait que du coup on puisse faire une clôture sur l'application pour le début de l'année 2017 du coup. Et donc en janvier-février, il fallait que les étapes de clôture soient codées, quoi. Donc il a fallu vraiment être focus que là-dessus pour pouvoir faire Et les oui, étapes parce de qu'il y a clôture. il y a une grosse saisonnalité sur votre activité. Exactement, donc il y a une partie comptabilité qui ça se fait toute l'année. Donc en fait on se synchronise avec le compte bancaire de nos clients, on récupère les transactions, on va pouvoir les catégoriser avec du machine learning, donc ça se fait tout au long de l'année. Donc il y a une interface où ils peuvent voir leurs transactions, ils peuvent voir un dashboard de pilotage. Et il y a une partie clôture, et là c'est en fin d'exercice, la personne elle va suivre plusieurs étapes de clôture. Donc les frais de blanchissage, les frais de repas, les indemnités kilométriques, leur SAF, toutes ces choses. Donc là, il y a quand même des inputs qu'on doit demander à l'utilisateur, des choix qu'il doit faire. Et donc nous, à la fin de l'année, il faut qu'il se pose devant Indy et qu'il passe 1 heure ou 2 à dépiler toutes ces étapes. Et ça fait la clôture, quoi. Et du coup, donc en fonction de ces choix, nous, on a on doit rentrer des nouvelles transactions, on doit modifier certaines transactions, donc il y a plein de petites manipulations à faire. Et donc il fallait coder toutes les étapes. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le métier, la partie fiscale, la partie... Ah, il y a des petits cas particuliers quand on lit le BOFIP, enfin quand on lit la Bible de la compta, là, alors ça marche comme ça, mais dans tel cas c'est différent, mais pour tel métier c'est différent, mais pour tel régime c'est un petit peu différent. Et même, alors ça c'est une petite anecdote ici, c'est que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des cas tellement extrêmes que moi j'ai déjà appelé des experts comptables qui ne savaient pas, parce que ils disaient mais non mais en fait ton cas il arrive jamais, quoi. Il dit ouais mais moi je suis obligé de le coder en vrai parce que s'il arrive parce que sinon je sais pas, je fais quoi, je throw une erreur, enfin tu vois, il y avait un petit peu ce côté de lui il me disait mais en fait ça arrivera pas, et puis le jour où ça arrive je ferai un peu jurisprudence ou je ferai un peu comme tel cas ou tel cas, sauf que moi il y a un moment j'arrivais à la fin du BOFIP et il me disait bah là et je pouvais pas coder mon truc, quoi. Je disais bah là je sais pas interpréter le... Et bon voilà, donc donc en fait c'est en appelant l'expert comptable, ils ont dit non mais fais comme tel métier et c'est bon. Donc j'ai appliqué ce qu'ils ont dit, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote d'arriver presque au bout de la doc officielle qui est, on va dire, le BOFIP, tout ça, parce que je pense qu'il y a des cas qui sont trop rares, quoi. Et est-ce qu'il y a des... Bon, j'imagine que dans le monde de la compta, dans le métier de la compta, quand on est sur... Bah bon, tu as dû voir des cas clients assez étonnants? Ah oui, alors petite anecdote marrante, c'était, alors, je sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'on avait une personne qui est arrivée sur l'application qui n'avait pas fait sa compta depuis 10 ans, 8 ans, 10 ans. Et alors, je sais pas que c'était possible déjà. Oui, t'es pas rattrapé par la police avant? Bah, il s'avère qu'en fait, on peut passer, on va dire, je sais pas, à travers les mailles du filet un certain temps, jusqu'à ce que... Mais le problème, c'est qu'une fois qu'après on est rattrapé, enfin, une fois que la personne, elle voit votre dossier, bah, elle va vous rattraper les 10 ans qui manquent, quoi. Ah, c'est pas... y a pas un truc où on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière et pas... Y a pas quelque chose oui, il y a comme une ça? histoire comme ça, mais c'est plus pour une mauvaise déclaration. Mais alors, quand t'as pas déclaré du tout, il faut que la personne elle a juste demandé qu'elle fasse sa déclaration depuis 10 ans, quoi. D'accord, ok. Et alors là, je crois que l'histoire, c'était quelque chose comme... en fait, c'était pas la personne qui faisait sa compta, c'était sa femme. Et en fait, ça s'est mal passé. Puis du coup, en fait, vraiment, ils ont séparé. Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait jamais qu'elle n'avait pas fait la compta et qu'il fallait tout rattraper. Bon, du coup, nous, ça nous a obligés à devoir coder de nouvelles parties de l'application. Typiquement, nous, normalement, on récupère l'historique avec une connexion bancaire, un partenaire de récupération de transactions bancaires qui va scraper les sites. Mais en fait, nous, là, pour cette personne-là, on a dû récupérer tous les PDF de relevés bancaires de sa banque et pouvoir digérer ça pour rentrer les transactions dans l'application, pour faire une comptabilité, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et ainsi de suite, quoi. Donc du coup, on a dû faire un pricing sur mesure quand même, parce que... Oui, non, c'est pas commun, là. Donc c'était un peu, ça sortait un peu du cadre, quoi. Voilà, et il y avait un autre cas, ça pareil, assez drôle, c'était de personnes qui venaient carrément les bureaux. Donc moi, forcément, donc ça c'est... Quand on commence une boîte, on porte j'ai pas encore parlé de la partie où on porte plein de casquettes, mais au début on est dev, forcément on fait un dev, un peu de produit, un peu de support client, parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi de répondre sur Intercom à des clients. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça nous permet d'avoir vraiment le retour utilisateur au plus proche. Donc quand on est développeur, ça nous permet de bien comprendre comment l'utilisateur utilise l'application, et nous d'orienter les développements derrière, quoi. Et y a un petit côté gratifiant aussi de voir comment les gens ils utilisent vraiment l'application. Et
Et alors bref, du coup, donc moi je faisais un peu de support client, forcément qu'on connaît bien l'app. Après, on embauche des personnes qui font que ça, mais souvent, ces personnes, quand elles arrivent, elles vous posent des questions, on va dire, sur les cas les plus complexes, ou sur les anciens, on va dire, utilisateurs que vous avez. Donc moi, ça m'arrivait régulièrement que quelqu'un vienne et me disait « Ah bah Romain, tu peux prendre cet utilisateur » et puis on m'envoyait un petit lien intercom et moi je devais répondre dessus, quoi. Et je me dis « Ah ben Romain, là j'ai un utilisateur, est-ce que tu pourrais répondre à ces questions et tout ?» Je dis « Bah oui, pas de souci, balance-moi le lien intercom. » Il dit « Ah non, mais il passe sur intercom, il est là. » Il était dans la pièce d'à côté en fait. Donc, et donc là, j'ai dû aller voir la personne. Et ça, c'était assez drôle de voir la personne physique qui était là avec, tous ses papiers. Et il disait, mais c'est bizarre dans votre application, vous faites ça comme ça, moi je fais pas comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a une erreur et puis il faut refaire, etc. Et en fait, moi, du coup, non, je suis assez sûr de moi parce que j'ai vu ça avec un expert comptable, j'ai relu le BOFIP, donc on est certain. Et puis en fait, en le lisant et en le testant, on se rend compte que en fait, il n'avait pas fait il avait pas fait de la bonne manière. Sauf qu'il dit, mais je comprends pas, j'ai fait ça depuis 8 ans, quoi. Mais, c'était une très légère erreur, hein, donc ça ne changeait pas vraiment la phase de la déclaration derrière, mais ça restait quand même une mauvaise interprétation, quoi. Donc voilà, c'était un peu marrant. Au final, on a rigolé avec le client, hein, donc ça s'est bien terminé, quoi. Voilà, c'est 2 petites anecdotes qui me sont restées en tête. Et du coup, juste avant tu termines cette explication, tu disais tiens, j'ai pas encore parlé de différentes casquettes de CTO. Oui, donc ça c'était même pour reboucler avec ta première question qui était un peu Ma première question. Non, une première, qu'est-ce que tu considères entre entrepreneur et CTO? J'ai répondu un peu sur la partie entrepreneur et moins que la partie CTO. Donc CTO, moi je trouve que c'est un nom où il faut prendre un peu de recul aussi parce que force est de constater qu'on utilise, CTO, ça décrit la personne qui est responsable de la partie technique sur plein de boîtes, mais des boîtes vraiment qui ont des métiers différents et de tailles différentes. En fait, des CTO, il y en a un à partir d'une boîte où elle fait 3 personnes. On peut déjà avoir un CTO, comme il y a des CTO de boîtes de 1000 personnes, quoi. Et avec tout le spectre au milieu de 10, 20, 30, 100 personnes. Donc moi, de l'expérience que j'ai pu avoir de la création de la boîte à une boîte où maintenant on est 175 et avec une équipe tech qui fait 30 développeurs, et c'est pas du tout le même métier que quand on est 3 devs, 10 devs, on va dire 6 devs, on a une squad, et après quand on passe à plusieurs squads, et un jour ça va passer avec plusieurs tribes, etc. Moi j'ai vu mes responsabilités shifter du code, on va dire la partie management, recrutement, qu'on a un peu parlé au début, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, durant tout du long, le CTO, lui, il reste le titre, quoi. Le terme. Ouais. Ah, le terme. Et le jour où j'ai eu le terme, c'est marrant parce qu'on m'a invité du coup à des Slack de CTO, donc j'ai rencontré plein d'autres CTO, à des dîners même de CTO. Et du coup, on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job. Mais en fait, on fait pas du tout la même chose. Parce que moi, je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui me regardaient et me disaient « Ah ouais, tiens, c'est marrant, moi, j'ai pas fait ça depuis 4 ans. » Et donc, c'est marrant parce que du coup, je m'identifiais plus avec leur lead dev à eux, qu'à eux, en vrai, alors qu'on avait le même soi-disant poste. Et c'est ça que je dis, faut prendre un peu du recul parce que il y a un petit côté, peut-être, ça peut monter à la tête, le titre ou je ne sais quoi, mais en fait, CTO d'une boîte de 30, c'est pas du tout qu'une boîte de 1000, et en fait, on fait pas le même métier, il faut faire un petit peu attention. Après, il y a quand même des constantes, il y a des choses qui restent, il y a une partie quand même où... Qu'est-ce qui reste? C'est quoi la constante du CTO? On est toujours un peu dans des questions... Toi, t'as résolu le truc, tu t'appelles VPT maintenant. Oui, je m'appelle VPT, même si je suis toujours un peu consulté sur des questions un peu de recrutement, il y a des questions de valeur, il y a des questions un peu de leadership, quoi, vers où tu veux entraîner la boîte, c'est quoi les valeurs que tu mets, on va dire, je sais pas moi, sur le produit, sur le code. Parce qu'en fait, mais ça j'hésite, est-ce que c'est CTO, est-ce que c'est la casquette fondateur? Ça je sais pas trop. C'est en gros, comme tu es le premier, forcément tous ceux que tu as recrutés derrière toi, qu'ils soient meilleurs que toi ou pas techniquement, c'est pas la question, ils vont plus se calquer sur, on va dire, tes valeurs, quoi. Tu étais là avant, ils voient quand t'as fait ta boîte, et du coup ils disent ok, c'est comme ça qu'on... Je sais pas moi, c'est comme ça qu'on est avec les clients chez Indie, c'est comme ça qu'on est avec l'architecture chez Indie, c'est comme ça qu'on fait les recrutements, et donc ce côté-là, en fait, que tu sois, et le fait que tu sois CTO, tu inculques un peu ça chez les autres, et ça reste, quoi. Même si aujourd'hui je fais plus trop de recrutement, de management, etc. Il y a je pense qu'il y a toujours un petit côté où tu infuses des valeurs, quoi. Voilà, okay. C'est insuffler des choses. Et donc ça, je pense que c'est une constante qui reste, parce que du coup, que ce soit de 10 devs à 100 devs, tu vas insuffler des choses à des devs qui sont très proches de toi, et après, soit c'est les derniers de la chaîne, soit en fait, eux, ils vont après insuffler au reste de la chaîne derrière, quoi.
Ok. Et alors toi, aujourd'hui, dans ton rôle, enfin, je veux dire aujourd'hui, mais dans les 6 mois, l'année à venir, ça va être quoi tes gros chantiers, tes grosses contraintes, peut-être tes grosses décisions à prendre, je sais pas, en termes d'archi, de sécurité peut-être, Alors, ouais, je sais pas, de scaling. du coup, j'en profite pour parler un peu de l'organisation qu'on a fait un peu chez nous. Donc, on a plusieurs squads. Et donc, alors moi, je suis VPT, mais je suis aussi, on va dire, lead d'une squad qui est un peu particulière. On l'a appelé Core. C'est un peu où parfois, il y a pas mal de boîtes qui font ça. Ils l'appellent un peu plateforme parfois. Et nous, en fait, on s'occupe de. Vous développez un socle technique réutilisable un peu transverse, du coup? Ouais, enfin, c'est un peu ça l'idée. Et pour en arriver là, on s'occupe surtout de dettes techniques un peu historiques. Ah. Dans le sens où. Donc, on est la seule squad qui n'a pas de PM. Et il y a pas mal de squads donc qui ont un PM, qui sont très orientés avec des clients, d'interviews clients. Ils vont faire une nouvelle feature qui a été demandée par tel client, ce genre de choses. Et nous, le fait de ne pas avoir de PM, ça nous laisse le temps et la liberté de pouvoir se poser, faire un constat sur l'application de manière générale et dire ok, si on veut que ça scale, il y a ce point-là qui est fragile, il faut aller le refondre, par exemple. Chose qui n'était pas faite quand on était Il y a eu une époque où on n'avait que des squads orientés produits, on était parti un peu dans toutes les directions. Et on n'a pas pris le temps de, on va dire, revoir le socle, parce que on avait tous nos petites tâches urgentes à régler, quoi. Et à partir d'une certaine taille, on a dit maintenant il faut une 20% de la bande passante technique uniquement allouée à traiter des sujets de dette. Alors c'est pas, et j'ai à faire très attention là-dessus, c'est pas on fait la dette technique générale de tous les techs. Chaque dev est responsable de cette dette technique, de sa partie du code. Nous c'était vraiment la partie historique qui était laissée, quoi. Celle où en fait elle était stable, on n'est plus repassé dessus, mais on a bâti dessus. Et maintenant, je pense qu'on a une taille où on est en train de refaire cette partie. Et il fallait cette squad et peut-être le rôle de VPT aussi pour dire moi j'ai besoin de ressources pour faire que ça. Un peu dégagé de la roadmap produit, quoi. Et alors du coup, est-ce que ton équipe Core, ouais. Est-ce qu'elle est tournante ou elle est fixe? Parce que s'occuper du refacto, de la dette technique, temps plein tout le temps, faut... Enfin, je sais pas si c'est ton équipe, mais ça intéresse pas tout le monde. Ça peut être compliqué aussi. Mais alors, elle est théoriquement changeante, mais en pratique, elle est fixe. C'est-à-dire qu'il se trouve que là, elle n'a pas changé depuis un bon moment. Donc, on a eu une nouvelle recrue qui est arrivée, qui complète l'équipe aujourd'hui. On a une personne qui est arrivée, qui a fait 2 mois, mais en fait, c'était pas son truc, donc il est plutôt reparti. Et du coup, on va dire, moi, avec 2 autres devs, on est un peu les piliers anciens de... Et en plus, on est aussi des devs un peu historiques de la boîte, donc on connaît très bien l'historique. Et donc, dans la pratique, on est plutôt fixe, mais dans l'idée, on peut changer, quoi. Mais c'est juste qu'on fait les mercatos. Ils ont pas trop envie de bouger, et inversement, il n'y en a pas d'autres qui ont envie de venir. Tout le monde est content, quoi. Donc, tout le monde est content, ouais, tout le monde est content. Ok. Même si là, je sens qu'on arrive quand même à un niveau où ça fait longtemps qu'on fait de la dette et on aimerait bien finir le sujet sur lequel on est actuellement. Peut-être qu'après, on va faire un peu autre chose, mais après, il y aura encore d'autres sujets à terminer, quoi. Donc, moi, je pense que je vais pas lâcher la chose. C'est pas hyper fréquent comme organisation. Ouais, enfin, j'ai pas souvent entendu une orga où tu as une équipe dédiée temps plein à bosser sur des sujets de baisse de la dette technique, de refacto, ou d'études d'impact, ou d'analyse, de tiens, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qu'il faudrait refaire, revoir. Moi, ça me paraissait important, en tout cas. Donc, c'est ça que j'ai, entre guillemets, négocié avec le COMEX pour avoir cette boîte passante allouée à ça. T'as besoin de négocier avec le COMEX? Non, c'était un mot fort. Hein. Mais, enfin, quand je dis négocier, c'est-à-dire qu'on discute. Ouais. Et si je dis c'est important, ils vont me dire oui, on te fait confiance, quoi. Ok, ouais, il n'y a pas dû aller batailler, quoi. Mais dans le sens, négociation dans le sens où tout est une discussion. C'est-à-dire que tout mérite quand même d'être challengé en disant 20% de la boîte passante, c'est technique, c'est quand même pas rien. Parce que c'est un coût. C'est un coût et tout. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre l'argent ailleurs? C'est ça, exactement. Tout ça, quoi. Okay. Mais je peux pas dire que j'ai eu à négocier ou à me battre, quoi. Donc. C'est agréable, parce que souvent c'est un sujet du coup de faire passer les sujets techniques avec peu de valeur ajoutée business. Et du coup, le fait de dire plutôt que de négocier par projet, je trouve que c'est assez intéressant de négocier par allocation de bande passante, de ressources, quoi, en disant 20%, 15%, 10%, alloué à faire que ça,
plutôt que dire, parce qu'en fait c'est difficile quand on parle d'un projet de dire ah bah oui mais là la refonte de tel module ça me paraît important devant telle feature, parce que là en fait on se parle plus avec le même mot parce que le produit dit ah oui mais telle feature ça peut nous rapporter tant de clients et toi ton module du coup tu peux pas trop mettre des chiffres derrière, alors que par contre si tu dis juste bah oui mais est-ce que ça vous paraît incohérent de passer 15% de la bande passante à refaire les fondations pour que l'immeuble y tienne? Je sais pas, je trouve qu'il y en a un qui est un petit peu plus facile à faire passer quoi. Ok. Donc Nous, tu as c'est plus comme ça qu'on fonctionne. cette casquette-là, du coup, donc, comme enjeu et comme chantier, du coup. C'est ça. Et donc moi, je visualise tous les endroits de l'application où il y a de la dette technique. Je les ai priorisés et je m'attaque chantier par chantier, quoi. Et là, si je sens que par exemple le développeur, on a pris le plus gros chantier dès le début, ça, c'est le plus gros point, quoi. Peut-être que s'ils terminent celui-là et qu'ils sont fatigués, bon bah, je prendrai d'autres développeurs. Tourner, quoi. Mais moi, je pense que du coup, je continuerai là-dessus, quoi. Ok. Parce que je connais bien cette partie, donc je sais ce qui est prioritaire. Et quels autres sujets tu adresses? Donc, quelles vont être tes autres grosses décisions? Alors, ouais. Et alors du coup, à côté de ça, donc moi ça c'est un peu ma casquette, on va dire lead de la partie Team Squad Core, on va dire dette technique historique. Et du coup, avec le rôle VPT, il y a aussi ce côté un peu vision architecturale à long terme, c'est-à-dire juste poser une vision de comment vont être les services entre eux, c'est quoi les échanges, est-ce qu'il y a un bus d'entreprise, pas de bus d'entreprise, comment on intègre les CRM, ce genre de choses. Parce qu'il y a un moment où en fait chaque squad pouvait un peu faire sa solution dans son coin pour un problème qui était un peu similaire et ça donnait un truc un petit peu un mouton à 5 pattes quoi. Et du coup là alors un peu moins parce que maintenant que j'ai posé la vision ça roule un petit peu plus, mais il y a eu ce côté où il fallait poser une vision vraiment à long terme en disant bon maintenant les CRM ça s'intègre avec un bus Kafka qui est mis à tel endroit de l'app, ça communique de telle manière avec l'application legacy. Les datas, elles vont que dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, et ainsi de suite, quoi. Donc moi, j'avais ce rôle-là, et donc j'avais ce rôle d'aller mettre d'accord un peu tout le monde. C'est-à-dire poser une vision, c'était l'étape 1. Après, aller demander à tous les leads, tous les autres architectes, à tous les gens qui étaient intéressés d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt en mode, je vous ai posé ça en tant que RFD, maintenant qui veut venir commenter, commente. Et aligner un peu toutes les visions, quoi. C'est-à-dire que j'avais ce rôle de récolter, de faire avancer la RFD sur la partie architecture à long terme, pour qu'une fois que tout le monde est d'accord et l'avoir bien communiqué, martelé, répété X fois, avoir vraiment récupéré un consensus sur cette vision, en avoir fait un ADR, et maintenant, au moins je sais que tous les développements, ils poussent dans la même direction, quoi. J'ai pas un CRM X qui va être synchronisé complètement différent, d'une manière complètement différente que le CRM Y, etc. Ou comment vont être coupés les modules de l'application, ou aussi qui est responsable de quelle partie de l'application. C'est-à-dire qu'en fait, chaque team a développé des modules. Parfois, il y a des teams qui ont récupéré d'autres modules, d'autres personnes. Et donc, il y a des parties d'ownership qui étaient un petit peu floues. En disant, mais qui s'occupe du bug sur tel module? Et donc, il y a des bugs qui tombaient et en fait, personne ne s'en occupait parce que c'était un peu au milieu du truc, quoi. Et donc là, j'ai aussi un peu un rôle de dire, en fait, tel squad est responsable de tel module sur telle partie, etc. Et comme ça, on sait, j'ai de trancher un peu les frontières et les interfaces entre les squads, quoi. Ok. Est-ce que tu as des chantiers orientés sécurité? Alors sur la sécurité, donc, on a aussi une petite équipe DevOps. Ouais. Et donc c'est eux que j'ai un peu responsabilisé sur la sécurité. Alors chantier, je vais pas tout dire parce que plus on en dit sur la sécurité, plus c'est risqué. Moi j'avais fait aussi une intervention d'une boîte de sécurité, donc il avait fait un pen test technique et un pen test social, je crois qu'ils appellent ça, où ils testent la boîte en faisant tout ce qui est un peu test d'intrusion, ce genre de choses, voilà. Donc ça c'est une chose qu'on refait de manière un petit peu random sans prévenir forcément les personnes. Ah ouais. Oui, si on les prévient du coup ça marche plus, quoi. Mais du coup moi ça m'est déjà arrivé ça, donc j'avais fait ça avec Vadata justement qui sont lyonnais. Ok. Donc alors je sais plus, alors ça remonte un petit peu maintenant quand même. Et donc c'est marrant parce que du coup moi je voyais ce qui se passait sur l'application et d'un coup je voyais juste le développeur qui dit oh là qu'est-ce qui se passe, il y a des logs qui sont en train d'exploser, il y a quelqu'un qui est en train de tester telle route, et bon bref, donc il y avait un peu ce chantier un peu boîte noire et voir comment la boîte réagit face à une attaque. Aujourd'hui on a un chantier à propos de tout ce qui se passe côté avec Heroku. Donc, ouais, j'ai pas forcément les sujets, qu'est-ce qui se passe avec Heroku? Alors avec Heroku, alors j'ai plus les détails, mais il y a une intégration avec GitHub qui s'est fait hacker de ce que je comprends, des histoires de haute. Et donc il y a des parties d'ownership qui étaient un petit peu floues. On va dire, il y a des parties d'ownership qui sont un peu
Et là, je reçois des mails assez réguliers de dire ah bah en fait, ça serait bien que vous changiez les mots de passe de l'interface parce que peut-être qu'ils ont été corrompus. Et là, j'ai eu un autre mail de dire ah bah, ce serait peut-être bien que vous changiez vos Vardorv de vos PR apps, c'est ça l'environnement de pré-production parce que voilà. Bon, bref, moi j'ai compris, je dis bon bah on va tout changer quoi. Et donc ça c'est les mails qu'on a reçus d'Heroku. Et après après il y a les chantiers en interne. Donc, on va dire, est-ce qu'on met la RGPD dans ce qui est sécurité? On va dire, donc, où est-ce qu'on fait, enfin, comment on gère un peu les flux de data? Je sais pas si, j'ai pas un chantier, entre guillemets, un gros chantier de sécurité. Il y a plein de petites cartes, plein de petits sujets de sécurité qu'il faut traiter, quoi. Ok. Et ça Donc, fait partie de la casquette, du coup. Voilà. Mais plus en termes de pilotage. Et donc, c'est parfois les devs ou parfois les DevOps qui exécutent un petit peu en fonction de si c'est dans le code et que c'est une histoire de permission. Ou par exemple, si c'est une histoire un peu ops type roulement de variables ou migration d'une plateforme type Heroku vers, on va dire, un truc plus type AWS, ce genre de choses, quoi. Ok. Je vais avoir encore quelques petites questions à te poser. Ouais. On est plus loin des dernières. Ah, pas de souci. Du coup, est-ce que tu as une phrase, un proverbe, une maxime, quelque chose une réflexion qui t'accompagne? Alors oui. Alors c'est pas quelque chose qui m'accompagne au jour le jour. C'est plus si je relis un peu les maximes, il y en a une où je me reconnais un petit peu mieux. Et c'est alors, je sais pas si j'ai bien le prononcé en latin, qui est le sustiner et abstiner, qui est le supporte et abstiens-toi, qui vient un petit peu du courant. J'ai oublié le nom du courant. C'est une gueule de stoïcisme. C'est le stoïcisme, voilà, Ouais. c'est ça. Je me disais, ça vient de l'empereur romain, j'ai oublié. Donc c'est un peu le stoïcisme, dont les idées que j'aime bien, quoi. Donc j'avais vu cette maxime et je trouve qu'elle était un peu chouette. Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un peu ce petit côté que j'ai appris sur un peu les erreurs de communication que j'ai faites. Il faut prendre les choses et ne pas trop réagir à chaud, quoi. Donc c'est bien un peu comme le roc, quoi, qui est sur son rivière et qui laisse passer les choses. Et à côté de ça, donc c'est pas une maxime, mais c'est un bouquin, c'est Ego is the Enemy. Alors je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu des passages et je trouve qu'il est très intéressant sur le rapport à l'ego, vraiment, et sur les impacts que ça peut avoir dans la vie, sa relation avec d'autres personnes, que ce soit peut être perso ou pro d'ailleurs, et du coup la carrière et plein de choses comme ça, quoi. Donc derrière cette phrase, je conseille peut-être même d'aller lire ce bouquin, quoi. Ok. Tu te rappelles l'auteur ou pas? Pas du tout. Mais je crois qu'il est connu, hein, donc Ego is the Enemy, et tout le monde va trouver, quoi. On retrouvera, on tâchera de mettre dans les notes. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms, ou est-ce qu'il y en a un que tu partages et d'autres je vais pas tous les partager, parce qu'il y en a qui sont quand même très perso. Mais alors, le surnom que j'ai, même parfois au boulot, c'est Roro, quoi, tout simplement. Tout simplement, ok. C'est ça, pas de fioriture. Ok. Avant de passer à la dernière question, je vais en rajouter une petite. J'ai noté que ta première expérience, c'était... il y avait une mission, de permettre aux gens Pour Dreamcatcher, hein. de réaliser leurs rêves. Toi, c'était quoi les rêves que tu voulais j'imagine qu'il y avait des rêves que tu voulais réaliser à titre perso. Est-ce que tu les as réalisés? Alors même si j'ai pas fait le site, du coup, j'ai fait un petit environnement qui s'y approche le plus. C'est marrant parce qu'il y a certains amis qui me jugent un peu à ce niveau-là d'ailleurs. J'ai un sorte de Trello ou un Notion, pour ceux qui connaissent Notion, où j'ai un petit board avec toutes mes petites cartes, avec toutes mes petites missions de vie que je compte accomplir. Par exemple, j'ai certaines figures que j'aimerais bien faire en parapente. Il y a certaines zones du monde au Brésil où j'aimerais bien aller faire du kite. J'aimerais bien faire tous les fjords un peu du nord en catamaran. Donc j'ai des petits objectifs comme ça que je me suis mis et c'est dans mon petit Notion et c'est trié un peu par quand est-ce que je vais les faire. Alors je sais plus c'était quoi la question de base, mais est-ce que tu avais des rêves et est-ce que tu les as réalisés au-delà de la boîte, quoi? Du coup, donc j'avais un rêve qui était juste entreprendre et créer une start-up. Donc celui-là, ça c'est coché, du coup. C'est coché, voilà. Alors je sais pas à quelle mesure, quoi. Mais donc j'en ai d'autres aussi qui sont un peu j'en ai encore d'autres aussi. J'aimerais bien pouvoir, si un jour j'ai le temps de faire un nouveau projet plus orienté écologie,
parce que c'est quelque chose qui me parle de plus en plus et qui m'angoisse aussi, ne serait-ce que voir comme il fait chaud actuellement, alors qu'on est le 19 mai. Mais donc ça, on va dire, c'est un objectif pour plus tard. J'ai pas mal d'objectifs sportifs qui sont en attente aujourd'hui, mais que j'aimerais bien réaliser. Et c'est pour ça aussi qu'en fait, à côté de ça, je fais pas mal de sport, on va dire type sport de glisse. Donc je fais du kitesurf, un petit peu de surf, du parapente, j'ai fait du planeur. Et en fait, je les pratique régulièrement. Tu fais tous ces sports de manière autonome aujourd'hui ? Alors planeur, j'étais autonome, je le suis plus, mais je me suis réinscrit pour le redevenir. Parapente, je le suis, mais je reprends des cours de temps en temps. J'en ai fait une fois du planeur, je pensais que c'était pépère. Ah non, pas du tout. Le gars, il me dit t'aimes les grands 8 et tout ça là ? Je dis ouais. Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire en planeur. Le mec m'a fait faire des loopings et des piquets oui, et des remontées Tu peux faire du vol d'eau, des tonneaux, tu peux tout faire. Ouais, non, je j'étais pas si fier que ça. Et alors, en toute franchise, c'est pas des sports que je maîtrise. Alors, je suis autonome en kite, alors puis en planeur, un peu, oui, au parapente, mais je suis pas très fort. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un moment dans ma vie où je vais en faire beaucoup plus, à bien meilleur niveau. Et aujourd'hui, je pratique ça de temps en temps, juste pour garder un sorte de mini-niveau, de petit fil, un peu comme avec le ski, où on y va une semaine par an pour garder un niveau, quoi. Et je sais qu'un jour de ma vie, il y aura une parenthèse où je ferai que ça pendant un certain temps. Ça fait partie de la roadmap, quoi. Ça fait partie de la roadmap, exactement. Ouais. Tu sais quel sport ça sera ou c'est ce que j'ai décrit, quoi. Il y a un moment... les sports de glisse et de voile, quoi. Ah oui, c'est cela, quoi. C'est-à-dire que j'aurai mon petit van aménagé et puis j'irai à la montagne et j'enchaînerai le parapente ou j'irai quelque part en Bretagne ou en Normandie. Et là, en fonction de la météo, je pourrais dire aujourd'hui, ça va être kite, il y a du vent. Aujourd'hui, c'est Ouistreham. Il y a trop de vent. C'est Camours. C'est ça, et je vais faire un peu de parapente. Donc, un peu comme la bucket list, quoi, un truc à cocher que je ferai. Et du coup, c'est peut-être personnel, mais c'est horizon 5 ans, 10 ans. Et ben ça, c'est la question. Moi, j'aimerais bien que ce soit fait avant 40 ans. Donc là, j'ai une décennie pour le faire. T'as une décennie. C'est ça. Ok. Alors, je les pratique déjà un peu tous. Il faut juste qu'à un moment, j'aille un petit peu à fond, quoi. Écoute, une décennie, ça devrait le faire, quoi. Ça devrait le faire. Surtout qu'après, j'ai d'autres projets pour les décennies d'après. Ah bon, bah ouais, c'est quoi ? Par exemple, j'en ai un que je partage. Alors, je ne les partagerai pas tous. Mais il y en a un, c'était... alors, je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr d'avoir des enfants, ce sera peut-être compliqué. Et puis, quand bien même j'ai des enfants, parfois, ils ne viennent pas nous voir, ces ingrats. Donc, je me suis dit, quand je serai vieux à la retraite, moi, je me ferai une guest house en montagne où j'aurai mon petit jardin de permaculture et je servirai à bouffer à mes clients, quoi. Et comme ça me permettra de continuer à avoir la compagnie, à pouvoir sociabiliser. Et en plus, je serai dans un environnement qui me plaît parce que je serai en montagne sans doute. Et je pourrais même conseiller les futurs parapentistes en disant allez dans ce coin-là, allez faire une rando là-bas, c'est sympa. J'espère que je pourrais conseiller des pistes de ski. Que ça n'aura pas tout fondu d'ici là, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit ticket que j'ai mis à la toute fin. Après, bien sûr, ça m'arrive de voir des tickets en me disant en fait, en fait non. Ça c'était déjà quand j'avais 15 ans, j'avais cette idée-là, mais en vrai, plus trop envie, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon implémentation solo de mon idée de base de Dream Coacher, qui était essayer de rendre ce truc à une sorte de communauté, parce que l'avantage de la communauté, c'est que quand on a, du coup, j'en profite pour parler un peu du truc, peut-être que quelqu'un reprendra l'idée, si ça se trouve, c'était de dire, on a des idées, mais en fait, on les fait pas par manque de temps, manque de motivation, et soit la motivation, on la trouve via un groupe, et ce groupe, c'est pas forcément dans le groupe d'amis, parce qu'on n'a pas les mêmes envies avec nos amis, mais ça se trouve en fait dans un autre groupe, une sorte de, comme aujourd'hui les groupes Facebook, à dire on a tous envie de monter l'Everest, et en se greffant au groupe, et on fait plein de petites étapes qui petit à petit valident l'idée d'origine. Par exemple, je veux monter l'Everest, je rejoins un groupe, personne ne l'a fait, mais on se motive, allez on va acheter les crampons, on va s'entraîner, on va se prendre une semaine ensemble avec un guide, chose que tu n'aurais pas fait avec ta bande d'amis qui ont pas ce rêve-là, quoi. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était fédérer des gens autour d'une idée. Et pouvoir se rapprocher le groupe par centre d'intérêt, quoi. Rapprocher le groupe par centre d'intérêt et surtout pouvoir cocher les petites to-do étape par étape, quoi. Ok. Voilà. Si un de vous a une idée, vous veut l'implémenter, moi je serais ravi d'être client, quoi. Et je crois que tu auras peut-être des auditeurs sur ce coup-là. Peut-être. À qui tu auras donné l'envie. C'est ça.
Est-ce que y a une dernière question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose? Alors, je sais pas comment formuler la question. C'était, mais bon, si Ça peut ne pas être une question, du coup. plus Ça une peut être une affirmation, réponse. ouais, ça peut être une réponse. Donc, moi, c'est un sujet que j'ai pas mal aussi avec peut-être les plus jeunes générations, puisque maintenant, je commence à avoir quand même 30 ans. C'était sur un peu le choix du métier et la carrière. C'est un peu personnel, mais pour moi, c'est assez important dans le sens où il y a de fortes chances que quoi qu'il arrive, votre boulot, c'est là où vous allez passer le plus de temps éveillé. Donc, il faut que ce soit important, il faut qu'il y ait un sens. Il ne faut pas que ce soit un boulot alimentaire, quoi, parce que ce serait quand même dommage de passer la majorité de votre vie à faire un truc où vous vous ennuyez un peu. Donc, il faut vraiment essayer de faire attention à ce que votre boulot, ce soit un truc avec du challenge, où faut vous lever le matin, vous avez envie, vous bougez, quoi. Et si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans une situation très confortable, mais qui vous ennuie, parce qu'en fait, vous avez plein d'avantages, mais en fait, le boulot ne vous plaît pas, et que vous hésitez à un peu bouger de ça, bon, attention au conseil, hein. Mais ouais, je dirais allez-y, quoi, parce que si vous vous ennuyez, c'est dommage, on n'a qu'une vie a priori, donc faut pas s'endormir et de faire un truc trop boulot alimentaire, quoi. Réveillez-vous. Voilà. En plus, on a plein de causes, on a plein de causes aujourd'hui, il y a l'écologie et tout, donc ça en manque pas, quoi. Ok, et ben écoute, ça sera le mot de la fin, et je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et puis à très bientôt, et puis peut-être qu'on se recroise dans quelques années, et puis on reparle des deux, trois cases qui sont cochées. Ça marche, je serais ravi. Salut. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.